On va parler des jeunes, à savoir, est-ce que la jeunesse est perdue ? C'est pas forcément une stigmatisation ou pointer du doigt les jeunes ou les moins jeunes, mais se construire et se développer en fait. À 15-16 ans, au lieu d'aller concentrer sur un vrai travail, ils prennent des risques de faire certaines choses de manière illégale. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Life Talk, le premier talk show du monde associatif proposé par l'association Life ONG. Alors, vous savez que depuis 2009, l'ONG agit dans 25 pays sous 4 volets d'intervention, donc la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation et la protection de l'environnement. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de faire un don avec le lien qui se trouve en barre de commentaires. Et si vous voulez interagir sur l'émission, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez et aussi à follow l'association Life ONG sur tous les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Life. Donc dans ce nouvel épisode, on va traiter d'un sujet qui fait parler et qui concerne la jeunesse. Et on va faire un petit tour de table pour présenter nos invités. Donc on va commencer par les dames. Donc bonjour, on a Aziza avec nous. Merci Siam. Donc je suis Aziza, je suis thérapeute spécialisée en mémoire traumatique et je m'occupe notamment des personnes qui ont un vécu traumatique sur le long terme, comme les femmes battues, la violence intrafamiliale. Et voilà, je suis très heureuse d'être ici. Bienvenue à toi. On a un entrepreneur très talentueux et très connu aussi, Moussa Camara. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien ? Bonjour Moussa. Bonjour, ravi d'être là. Moussa Camara, je suis entrepreneur depuis maintenant près de 17 ans maintenant. Et j'ai aussi créé et fondé la structure Les Déterminés. C'est une organisation qui vise à accompagner l'entrepreneuriat dans les quartiers, dans les territoires ruraux, partout en France. Voilà, aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. C'est plus de 1000 personnes accompagnées depuis 8 ans. C'est plus de 700 entreprises créées. Et voilà, on accompagne des hommes et des femmes dans un programme d'accompagnement et de formation gratuit et ouvert à tous. Ok, mais c'est génial. Je t'ai vu dans tes conférences, il y a énormément de personnes qui viennent, te consulter, du coup. C'est le travail qui... Et il est en direct lien avec la jeunesse, du coup. Ouais. Où tu motives les jeunes. On en reparlera après. Karim, salut Sia. Comment tu vas ? Je suis super content d'être là et toi ? Mais moi, je suis super contente. Donc, Karim qui est créateur de contenu, donc tu peux un petit peu dire ce que tu fais sur les réseaux ? Ouais, du coup, moi, c'est Karim Lipton. Je suis un petit créateur de contenu en pleine ascension. Et mon concept, c'est d'aller dans les endroits les plus flippants du monde. J'essaye vraiment d'aller dans des endroits un peu chocs, etc. Bienvenue. Merci. Karim. Et last but not least, on a Vincent, avec sa belle chevelure blonde, qui est professeur. Donc, raconte-nous un petit peu tout ce que tu fais, Vincent. Bonjour Siam, merci de m'accueillir. Alors moi, je suis professeur dans plusieurs structures. Déjà en BTS audiovisuel à Saint-Denis. Donc voilà, j'enseigne dans l'audiovisuel et plus précisément les techniques du son. J'enseigne également aussi à l'université Gustave Eiffel. Et ponctuellement, je fais également de la formation professionnelle à l'INA. À l'INA. Voilà, l'INA, donc assez connu sur YouTube pour leurs petites vidéos d'archives qui ont pas mal de succès. Donc ils ont un pôle formation et j'enseigne dedans. Mais c'est super. D'ailleurs, on prend beaucoup d'archives de l'INA. D'ailleurs, l'une d'entre elles, je pense qu'elle vient de l'INA, justement. C'est eux qui gèrent nationalement le fonds d'archives. Donc oui, souvent, ça passe par eux. Ouais. Donc, écoute, bienvenue Vincent. Je suis ravie de vous avoir autour de la table. Donc voilà, comme vous le savez, on va parler de la jeunesse. Donc, on va parler des jeunes, à savoir, est-ce que la jeunesse est perdue ? On va parler de la pression de la stigmatisation des jeunes auprès des médias. Donc la relation entre les médias et la jeunesse est complexe et souvent un sujet de malentendu. Donc pensez-vous que la fracture intergénérationnelle est un débat qui est récent ? Du coup, il faut lever la main ou... Est-ce que tu penses que c'est un débat qui est récent, cette polarisation entre les jeunes et les plus vieux ? Moi, je pense qu'il y a toujours eu un débat. On a toujours essayé d'opposer les nouvelles générations aux seniors. Et je pense que voilà, c'est un peu le défaut parce que parfois on a l'impression qu'on a du mal à faire confiance à nos jeunes. Et surtout les jeunes aujourd'hui, ils réinventent le monde. C'est eux le futur, c'est eux qui vont pouvoir aussi construire ce monde-là. Et on a un devoir de pouvoir transmettre à ces plus jeunes
des valeurs fortes, des valeurs d'engagement, des valeurs de partage. C'est hyper important, même si aujourd'hui on est dans une société qui est de plus en plus individuelle. Bah finalement, comment on arrive à faire en sorte de remettre un peu ces valeurs au centre du jeu. Et ça s'est vu, toutes les crises qu'on traverse. Moi, je vois une jeunesse mobilisée. On a eu la crise sanitaire il y a quelques années. On a vu une vague de mobilisation aussi de nos jeunes qui étaient prêts à porter main forte aux médecins, aux personnes âgées, etc. Ouais. Ça se voit aussi avec le changement climatique. Ces sujets-là, je pense que la jeunesse est au rendez-vous. Je pense pas que la jeunesse est moins engagée, mais elle est engagée de manière différente. Et nous aussi, on doit aussi évoluer notre regard là-dessus. Ouais. Vincent, toi qui es en contact permanent avec des jeunes, vu que tu es professeur, est-ce que tu penses qu'on trouve encore les mêmes problématiques qu'il y a 40 ans ? Oui, hein, j'en suis convaincu. De toute façon, on est dans une société en perpétuel changement. Et je pense que ce sera partagé que justement cette jeunesse, elle est porteuse du changement. Donc souvent, eux, ils sont un peu pionniers dans beaucoup de pratiques. Et après, en fait, la société, si je puis dire, essaye de suivre et rejoint. Et donc c'est pour ça que je pense que ça traverse un peu le temps, qui est toujours une sensation de fracture, parce que voilà, ils sont incompris. Soit c'est nous, on les comprend pas, eux ils nous comprennent pas non plus, et du coup voilà, ça crée un besoin de trouver un rythme commun et de se comprendre mutuellement. Et c'est vrai que c'est pas facile, surtout que maintenant les choses changent très vite. Les tendances arrivent, repartent, et eux ils sont en première loge, et voilà, du coup c'est dur à suivre. En fait, le choc intergénérationnel, il est normal et il fait partie de la construction des jeunes. Ils peuvent se construire qu'en regardant ceux qui les ont précédés, en les questionnant, parfois en les remettant en question. Et ceux qui les ont précédés vont aussi continuer une certaine évolution, une certaine adaptation en les regardant aussi. Donc c'est pas forcément une stigmatisation ou pointer du doigt les jeunes ou les moins jeunes, mais se construire et se développer en fait. Mais souvent, l'expérience discrédite par exemple la jeunesse. Comme par exemple, s'il y a des jeunes qui font face à des problématiques ou par rapport à l'emploi, etc. On donnera peut-être pas la chance à quelqu'un de plus jeune que quelqu'un qui a plus d'expérience, alors que peut-être qu'au niveau des compétences, la personne plus jeune est meilleure. Oui. Donc ça, c'est un souci. Ça crée des dissonances et des formes de révolte aussi. Donc on va rappeler les problèmes auxquels les jeunes font face dans notre société contemporaine. Donc le logement, bien sûr. Donc trouver un logement abordable, en particulier dans les grandes villes qui sont souvent difficiles pour les jeunes. Donc les prix élevés de l'immobilier donnent du mal à l'accès à avoir un logement sain et abordable. Les problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, qui touchent de nombreux jeunes en France, l'accès aux soins de santé mentale, réduction de la stigmatisation, restent des enjeux importants. Donc il y a 16% des 16-24 qui sont vraiment en dépression systématique. Et aussi, il y a les déserts médicaux. Le fait, dans certaines régions, on veut prendre rendez-vous avec un thérapeute et on doit attendre des mois. Il y a la précarité économique, bien évidemment. Donc ça, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes auxquels la jeunesse fait face. De nombreux jeunes qui sont confrontés à des emplois précaires, à des stages non rémunérés, à des contrats temporaires. Donc aussi, on va en reparler plus tard, pousse aussi l'entrepreneuriat des jeunes aussi, parce qu'ils en ont marre de toucher des misères pour des horaires assez conséquents. Et bien sûr, il y a l'environnement qui fait partie un petit peu du débat des jeunes. Donc la sensibilisation, les enjeux environnementaux et le désir de lutter contre le changement climatique, parce que voilà, c'est le futur. Donc 44% des jeunes citent le réchauffement climatique parmi l'une des principales préoccupations. Donc, on va faire un petit tour de table. J'aimerais bien que chacun d'entre vous parle un petit peu de son expérience d'étudiant. Moi, ma petite expérience d'étudiant, en fait, il faut savoir que moi, mon père est prof de physique et en fait j'ai étudié dans le même collège que mon père. Ah, d'accord. Du coup, du coup, c'est vrai que j'ai pu subir des petites vannes sur mon père. C'était un petit peu compliqué à gérer et c'est vrai que j'avais une grosse pression psychologique parce que
étant donné que mon père était dans le même établissement que moi, fallait vraiment que je sois l'élève super discipliné, qui ait des bons résultats et tout, pour pas, surtout chez nous, les Arabes, pour pas un peu gâcher, on va dire, la réputation de mon père, exactement. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais sinon, à part ça, j'ai pas subi de réels problèmes au niveau. Les filles, par rapport peut-être aux écoles, vous avez fait des longues études pour la plupart d'entre vous. Toi, ça a été comment ton expérience étudiante ? Moi, elle a été brève parce que moi, j'étais dans une époque où il fallait vite travailler. Oui. Vous savez, famille nombreuse, pas beaucoup de moyens. Dès que vous avez 16 ans, à partir de 16 ans, vous pouvez commencer à prétendre à aller chercher un boulot. Bah moi, c'était cette expérience-là. J'ai fait un BEP compta. Et après, j'ai voulu quand même continuer par rapport à tous mes amis. Je suis allé jusqu'en bac professionnel. Et à l'issue de la fin de professionnel, à la fin de mon bac, que j'ai fini, bah, j'ai créé ma boîte directement. Ah ouais, direct. Direct. À 20 ans, j'étais à la tête de ma première entreprise. Félicitations. En 2007. Bravo. Donc, ça a été très bref, très court. J'avais pas d'ambition de faire des grandes études parce que j'avais pas forcément d'exemple autour de moi qui avaient fait des grandes études. Et même les personnes que je voyais, bac plus 3, bac plus 5, bah, je les voyais, ils n'avaient pas un job de rêve, quoi. Voilà, ouais. Donc, ça ne me poussait pas forcément à faire des grandes études. En fait, tu as fait ton étude de repérage, genre une étude marketing avant de se lancer. Alors ça, bon, voilà. Ouais. Et puis, c'est une étude de terrain qui a été bénéfique parce que tu as pu créer ta boîte et tu n'as pas eu peur de le faire. Génial. À 20 ans, c'était une opportunité. Ouais. Je m'imaginais être entrepreneur, hein. C'était une rencontre à ce moment-là, une opportunité qui se présente à moi. Je crée mon entreprise dans les télécoms et l'informatique, un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et finalement, à 20 ans, je me révèle et je me relève entrepreneur. Aziza, toi, tu as fait des longues études ? Alors, j'ai un parcours qui a été pluridisciplinaire, mais pour l'anecdote, j'étais maman tôt. Ah ouais ? Oui. Donc, mon grand, qui aujourd'hui, il va avoir 21 ans, et donc j'allais à la fac en étant maman. Et t'as connu quoi comme problème ? Alors voilà, c'est ce que j'allais aborder du coup. Ouais. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué à ce niveau-là, mais en étant étudiante et maman, c'était compliqué. Ah ouais, j'imagine. C'est-à-dire qu'on prenait pas du tout en considération la charge mentale que la maman elle pouvait vivre par rapport à son petit. On n'est pas préparé à laisser son petit pour aller à la fac. C'est pas très reconnu aussi au niveau sociétal. Donc il y a des enjeux qui se créent, une pression autour de ça. Des jugements aussi peut-être. Des jugements, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'elle fait là, la vieille ? Grosso modo, c'était ça. Hein. Ah ouais. Alors que pas du tout. J'avais leur âge, mais d'autres choix de vie. Et par contre, soutenu heureusement par la famille. Donc heureusement qu'il reste un socle familial, parce que quand je pense aujourd'hui, 20 ans plus tard, à des jeunes filles qui parfois sont mamans très très jeunes, plus jeunes que 20 ans, et qui vivent aussi l'enjeu de nourrir l'enfant seul ou de s'en occuper de A à Z seul, qui a aucun relais familial, au niveau de la vie étudiante, c'est très compliqué et donc très précaire. Donc l'économie, quoi, donc précarité économique. Oui, c'est de la violence économique même, bien sûr. Rencontré aussi en tant que jeune mère. Et puis le positionnement dans le microcosme étudiant, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Oui, centre d'intérêt. Et activités extrascolaires également, parce que toi, tu étais en mode couche. Exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Vincent, tu as été papa jeune toi aussi, ou tu as eu d'autres problèmes ? C'était quoi les enjeux, les défis que tu as Moi, les principaux enjeux, donc j'ai fait des études pour le coup un peu longues, dans l'université dans laquelle j'enseigne aujourd'hui. Moi, un des enjeux auxquels j'ai dû faire face, c'est une forme de précarité quand même, parce que j'ai dû bosser, moi, tous les week-ends pour pouvoir avoir mon appart. Je l'ai eu assez tôt, je l'ai eu en fin de deuxième année d'études, donc en L2. Et il y a un côté un peu... on a les cours en semaine, et puis le week-end, il faut aller bosser. Donc j'étais vraiment agent logistique dans une entreprise, je déplaçais des palettes, etc. Donc il a fallu un peu broder avec ça, tout ça parallèlement en plus, sans avoir une idée très précise de ce que je voulais faire. Moi, je pense que je suis allé jusqu'à ma 5e année d'études en vivant un peu au jour le jour. Donc j'avançais, ça se passait à peu près bien. J'ai jamais été particulièrement brillant, particulièrement mauvais non plus, j'étais assez moyen, mais j'avançais sans trop me poser la question. Puis finalement, la question du choix professionnel est vraiment arrivée sur la fin, un peu d'un seul coup comme ça. C'est bon, qu'est-ce que je fais ? Parce que tu savais pas durant tout ton cursus. Non, il y a des personnes qui des fois ont des vocations. Il y a plein de profs de vocation.
moi, c'est arrivé un peu comme ça, de manière très pragmatique. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant pour subvenir à des besoins très concrets. Puis voilà, j'ai pris du plaisir, ça s'est présenté à moi, puis ça a continué. Ouais, ok, très bien. Tu as trouvé des solutions à tes soucis d'étudiant. Moi, par exemple, j'ai fait 6 ans d'études aussi. J'ai bossé dans des fast-food. J'ai été entrepreneur à 21 ans aussi, donc auto-entrepreneur. Donc, je faisais des coiffures et donc j'ai économisé une belle somme pour pouvoir m'offrir mon master, mes études aux États-Unis. Donc, pareil, c'était pas facile, mais c'était en permanence, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'avais 18-19 ans. J'étais là, mon master, il faut que je le fasse aux États-Unis. J'ai besoin de 40 000 euros. Comment je vais gagner ces 40 000 euros? Voilà. Et t'avais une idée un peu précise de ce que tu voulais faire ou... Moi, je voulais être une star déjà à la base. Je voulais faire de l'acting, de la musique, tout. Et après, j'ai fait une école de commerce, ce qui m'a aidée maintenant dans ma carrière d'aujourd'hui d'entrepreneuse, parce que je suis une slasheuse, comme disait notre chère Leïla sur l'autre émission. Donc voilà, on est multicasquette. J'ai toujours voulu être dans les médias, dans le monde du cinéma, de la télé, de l'entertainment. Mais voilà, j'ai eu ce parcours-là. Et en fait, ce qui a été motorisant, c'est ton but. Ouais, voilà. Tu regardais pas le reste. J'y vais, je sais pas, et je crois que nous tous, finalement. Mais j'étais jeune. Je dois y aller. Voilà. Ouais. Je dois y aller. J'étais jeune, j'avais mes... Alors que... Voilà. C'est génial. Mais c'est bien, donc il faut se donner les moyens de ses ambitions et tout est possible. Exactement. Donc comme dans le livre, déterminé, il faut être déterminé, les amis. Donc voilà, on rappelle aussi, parce qu'on parle d'éducation, on rappelle que l'ONG Life est actuellement au Maroc, elle se déploie avec les autorités locales et ils sont en train de construire 17 écoles qui étaient détruites à cause du séisme. Donc Life ONG propose des parrainages d'enfants pour aider leur association dans ces pays défavorisés, comme le Bénin aussi, le Liban, le Maroc, le Togo, le Bangladesh. Donc, vous pouvez aussi devenir parrain. Donc, n'hésitez pas aussi à cliquer dans la barre des commentaires pour aller sur leur site internet et pour prendre conscience de tout leur volet d'activité. Et puis, c'est très intéressant de voir ces expériences de vie et de pouvoir contribuer à des choses plus grandes que nous-mêmes. Donc, voilà, on va parler des médias. Donc, brièvement, avant de faire notre jeu vrai-faux. Donc, les médias ont-ils raison ? Est-ce que, selon vous, les jeunes sont déconnectés, feignants, en décadence? C'est vrai que maintenant, avec une dimension dans le streaming, les jeux vidéo, tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une stigmatisation qui est récurrente sur les jeunes? Alors, moi, pour ma part, oui. Là, du coup, ce que vous évoquiez comme adjectif, c'était feignant. Feignant. Ouais. Et déconnecté. Et déconnecté. Alors, déjà, déconnecté, c'est déconnecté de quoi et connecté à quoi? En fait, c'est ça la question, parce que justement, du point de vue des médias, ils sont justement beaucoup plus connectés que nous à leur âge. Mais par contre, la question aussi, c'est est-ce que les médias déconnectent du réel ou pas? Ou est-ce que justement, c'est juste une autre façon de se connecter au réel? Donc moi, de ce point de vue-là, mon avis, je ne sais pas s'il sera partagé, c'est que non, ils sont ni feignants ni déconnectés, ils ont d'autres usages. Et oui, et du coup, il y a cette question du quel sens donner, quel sens ils donnent à ce qu'ils font par rapport à ce qui les attendent aussi. Et je pense qu'il y a tout un positionnement que eux doivent trouver dans un environnement qui technologiquement évolue de manière quand même assez exponentielle et de manière assez effrayante presque. Mais bon, ça voilà, c'est un autre débat aussi. Aziza, avant que tu partes, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'au contraire, en fait, ils sont moteurs et qui soulèvent des questions de société et qui les font avancer beaucoup plus vite que ma génération, en tout cas, parce que j'ai 42 ans. Et moi, je les trouve brillants dans cet effort-là, dans cette façon d'exposer les choses avec leur tripes, etc. Je trouve pas du tout qu'on a une jeunesse fainéante. Je la trouve au contraire magique, moi. Et je suis assez admirative. Parce que justement, ils se servent de leurs blessures et ils n'hésitent pas même parfois à les exposer pour parler en fait de ce qu'on peut en tirer. Et ça, je trouve ça formidable. Là où nous, on avait une pudeur. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, une retenue, une pudeur. Et il fallait pas déranger ou trop parler. Dans la création, dans l'expression d'eux-mêmes. C'est vrai que c'est vraiment... Sur la question climatique, c'est des jeunes qui ont poussé la question à la CEDH, etc. Exactement. Et ils vont moins être hésitants à se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant des exemples comme les vôtres. Voilà, ils vont se dire
tiens, elle l'a fait, moi j'aime On bien. a un jeune ici, là, Oui, voilà. qui crée aussi. Voilà. Moi, Qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer et à sortir un petit peu de ces carcans assez... oui, voilà. Moi, si j'ai voulu aller sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer ma petite histoire parce que ça vient de là. En fait, moi, de base, j'étais footballeur. J'ai joué en Ligue 2 au Portugal, donc j'avais un statut professionnel. Sauf que j'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. Qui fait que du coup je peux pas continuer le foot par rapport à mon genou. Aujourd'hui, il fallait vraiment que je trouve un domaine où je pouvais être épanoui et où je pouvais aussi faire ce que tu aimes. Ce que j'aime, ouais, clairement. Et c'est vrai que j'avais toujours ce petit rêve de devenir une petite star, quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé mon bonheur sur les réseaux sociaux. Et pour revenir à la question juste d'avant, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Et quand, en tant que créateur de contenu, les réseaux sociaux, c'est un réel travail. Bien sûr. Il y a énormément de travail en termes de montage, etc. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. De création, de temps, c'est chronophage. Énorme. Enfin, certains médias ne se rendent pas compte et discréditent justement les TikTokers, les créateurs de contenu, etc. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils travaillent. Après, il faut nuancer dans le sens où c'est vrai que c'est un talent, ça ne sera pas accessible pour tout le monde. C'est comme être artiste ou sportif. Tout le monde n'a pas ce talent-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? Mais moi, quand je parle de la jeunesse, il y a différentes jeunesses. La jeunesse des quartiers, c'est pas la même que la jeunesse des territoires. La jeunesse qui sont parfois dans des études, c'est pas la même la même jeunesse que ceux qui sont en décrochage. Donc il y a d'autres aspirations, d'autres rêves qu'il faut aussi tenir compte quand on parle de la jeunesse et des jeunesses en fait. Et derrière, créateurs de contenu et tout, etc. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes. Je fais beaucoup d'interventions dans les lycées, dans les collèges et tout, pour essayer de partager un peu mon expérience. Moi, j'ai pas eu un parcours scolaire atypique. J'ai eu des échecs scolaires, de conseils de discipline. C'était une autre époque où il y avait beaucoup de violence et tout à l'époque. Et du coup, comment s'extraire de ça? C'est l'extraction sociale pour arriver à un autre point. Et derrière, c'est vrai que quand je parle avec ces jeunes, ils me parlent ils veulent devenir des créateurs de contenu, des influenceurs, etc. Comme si c'était devenu un métier. Or que si ça marche pas, demain on ferme Internet. Ou une fin en soi. En fait, là on parle aussi par rapport aux banlieues. Et tu vois, aux banlieues, je vais pas caricaturer, mais c'est beaucoup aussi, soit t'es un grand rappeur, soit t'es un grand footballeur et tout ça. Et maintenant, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte, c'est celle de la création de contenu digital. Et c'est pour ça qu'il faut proposer, pour moi, plusieurs sources, plusieurs formats de réussite. Et on peut être salarié dans un emploi, être épanoui. Le moteur n'est pas uniquement matériel. En fait, on pousse une société de jeunes dans une société de consommation où pour eux, la réussite, c'est le matériel. Or que la réussite, ça peut être avoir un métier, être un artisan, mais bien faire son métier. Et derrière, c'est développer, etc. Donc, il faut nuancer un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi détruire toute une génération dans un rêve qui ne va pas se réaliser. Nous, c'est la génération 98. Quand les champions du monde et tout, on s'est tous inscrits dans les clubs de foot. Il y en a combien sur 1 millier qui sont devenus footballeurs professionnels? Peut-être 1 ou 2. Donc il faut aussi pas reproduire les mêmes erreurs que... Oui, parce que tu parles d'extraction sociale, et on peut aussi parler d'extraction aussi de soi-même quand on est issu de quartiers difficiles. Parce qu'on sait en fait qu'il faut s'extraire de soi, et ça revient à ce que tu as fait. Parce que du foot, tu t'es extrait de ce que tu voulais, de ton essence, pour en faire autre chose. Et c'est à nous d'apprendre, de leur apprendre, ou en tout cas de leur dire, si t'es pas là, c'est pas grave. On ouvre une autre porte et encore une autre. Et on n'est pas figé dans quelque chose en fait où si tu ne brilles pas, si tu n'es pas public, tu n'es rien. Au contraire. Exactement. Au contraire. Ça justement, la dimension des réseaux sociaux, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Merci Aziza. On va accueillir un nouveau créateur de contenu. Merci beaucoup. Du coup, merci pour ta participation. À très bientôt. À bientôt. C'est un plaisir. Bonjour Simon, comment tu vas? Vas-y, je t'en prie. Welcome. Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Merci. Nous sommes très ravis de te rencontrer. Donc toi, tu es chanteur. Partagé, oui, exact. Également sur les réseaux, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais? Alors, moi, je suis un artiste indépendant
Comme le nom l'indique, je fais tout seul, beaucoup de choses du coup. Donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux en tant que youtubeur, on peut dire ça. Enfin, d'abord en tant que photographe, ensuite je me suis dirigé sur YouTube pour aborder différentes thématiques sur les minorités, sur plein de choses en fait, plein de sujets divers et variés, pour apporter des idées un peu nouvelles à un moment où c'était un peu moins mainstream, si on peut dire ça. Donc en 2018, on peut considérer ça comme les débuts encore de YouTube. Et puis maintenant, du coup, je suis dans la musique depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et j'ai pu lancer ma carrière notamment en faisant un passage sur OnlyFans. Ok. Voilà. Donc on en reparlera plus tard. Donc ça a été un choix de carrière. Est-ce que tu penses toi que les médias en fait stigmatisent aussi les jeunes, beaucoup leur donnent moins l'opportunité d'être crédibles auprès de l'opinion publique? T'en penses quoi, toi, de ton côté? Je pense que oui, il y a une certaine infantilisation des jeunes et surtout par rapport à des nouveaux codes. Après, il y a une part de vrai, forcément, comme dans tout, de par ce que les médias disent, dans les dérives qui sont réelles et qui sont concrètes. Il y a des dérives dans tout, mais il y a aussi de très bons côtés, des jeunes qui sont éveillés, qui ont conscience de beaucoup de choses et qui réfléchissent à des nouvelles façons de faire et qui aussi se permettent, je pense, de remettre en cause certains schémas et c'est ça qui est chouette aussi. Qui est important. Ouais. Vous avez des pancartes, vrai, faux. Donc on va jouer à un petit jeu. Je vais vous dire des faits. Et vous me dites si vous pensez que c'est vrai ou si c'est faux. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti? Ok. Alors, premier fait. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Faux? D'accord. Donc, Karim, comment ça se fait? Ok. T'es le seul à dire faux. J'aimerais bien savoir pourquoi. Quels sont tes arguments? Moi, je pense que les réseaux sociaux, ça a vraiment un bon côté. Surtout si... Non, mais là, on ne dit pas que c'est un mauvais côté. Est-ce qu'ils sont beaucoup. sur les réseaux sociaux? Ah, est-ce qu'il y a beaucoup... Je pense que si. Donc, du coup, tu dis oui? Je veux dire oui. Ils sont connectés sur leur téléphone tous les jours. On est d'accord. Donc oui, donc c'est vrai. Donc les jeunes 25-24 surfent en moyenne chaque jour 3h41 sur leur smartphone. Est-ce que vous personnellement, vous pensez que vous êtes plus que 3h41 ou moins? Toi plus? Beaucoup plus. Toi aussi plus? Pas mal 3 heures. Toi moins? Moi 3 heures. 3h41? Ouais. Plus ou moins? À peu près 3 heures. À peu près? La moyenne? Donc t'es dans la moyenne? Donc, juste, on va rappeler ton âge, Simon, si 23. Tu nous permets. 20, ouais, vous avez sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général? Sur les réseaux sociaux. Ah non, moins. Donc toi, t'es plus peut-être sur... pas la boîte mail. Ah là, on gère les business. La boîte mail. Hein. Si on monte la boîte mail, ça monte un peu. Mais non, réseaux sociaux, moi, je voyais plus plus les plateformes où justement on peut partager du contenu, etc. Donc pour moi, j'exclus un peu les mails. Ouais. Est-ce que du coup les mails, on réseaux sociaux comme non, réseaux sociaux. Non, donc Instagram, TikTok, YouTube, c'est un réseau social. Hein. Oui. Vous regardez des podcasts sur YouTube, ça compte aussi. Hein. Facebook, Snapchat. De ce point de vue-là, du coup, je suis pas sûr que j'y passe plus de 3 heures parce qu'après moi, j'y passe plus pour travailler, du coup. Oui, pour travailler, ouais. Enfin, non, mais moi, c'est sûr que ça dépend des jours déjà, je pense. Mais des fois, voilà, je peux être sur YouTube des heures, hein, perso. Ok, deuxième fait. Les jeunes sont de plus en plus engagés politiquement et dans des associations. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Donc, faux, vrai. Alors, c'est vrai. En 2021, près d'un jeune sur 2, donc 48%, a donné bénévolement de son temps au sein d'une association et d'une organisation. Après, par rapport au vote, c'est pas précisé. C'est ça, voilà. Donc, engagé politiquement ou non, mais en tout cas... En tout cas, associativement, ils sont peut-être plus engagés, mais politiquement, on le voit aux dernières élections. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a de plus en plus d'abstention, les jeunes votent moins. C'est ça, il faut voir les causes. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de mobilisation pour certaines causes spécifiques, donc sur République ou ce type de lieu de rassemblement. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Moussa, au niveau des suffrages, c'est pas quelque chose qui se ressent. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui avait été un peu explicité dans les médias. Finalement, que les jeunes ne se retrouvent pas dans les classes politiques traditionnelles aujourd'hui. Voilà, traditionnelles telles qu'elles étaient conçues. Et je pense aussi qu'il y a une désolidarisation des grandes anciennes politiques
comparé à avant, parce qu'en fait, il y a tellement de déceptions auprès de la jeunesse sûr. qu'ils se Bien sûr. désolidarisent et ils veulent pas forcément, voilà. Bien sûr, c'est un sujet. Hein. C'est un sujet, Aujourd'hui, les politiques qui sont menées, c'est des politiques plus tournées vers les seniors, parce que c'est eux le réservoir de voix. Les seniors votent de plus C'est en vrai, plus ouais. et ils votent de plus en plus à droite. Mm. Et du coup, tu as une partie de la jeunesse qui se désengage. Mhm. Politiquement, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas engagée d'une manière différente Mhm. quand on parle d'engagement. Mhm. Mais c'est vrai que politiquement, on le voit, les chiffres d'abstention chez les jeunes, ils sont énormes, énormes, énormes. C'est vrai. Je pense que c'est peut-être symptomatique d'une difficulté à se projeter, moi je trouve. Ouais. Peut-être une difficulté à... Bon, en vrai, si je vote pour lui, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Exactement. Est-ce que ça va vraiment bouleverser ce système dans lequel je me reconnais pas? Voilà. Et je pense que le souci vient de là. Je pense que Ouais, voilà, souvent, la manière de questionne. communiquer n'est pas forcément la bonne. Hein. Se faire Voilà. interviewer par des influenceurs n'est pas Ouais. forcément ça qui va faire en sorte Exactement. que les jeunes Bien votent sûr. pour vous. Oui, bah oui, voilà, c'est sûr. Ouais. Donc au troisième fait, les amis, la tranche d'âge 18-24 est la plus inquiète par les enjeux climatiques. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Qui c'est qui veut prendre la parole? Allez, Allez, mais je pense que c'est vrai. oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, C'est je vrai. pense que Pourquoi? tout simplement parce que c'est ceux qui sont dans l'âge déjà de prendre conscience de ces choses-là vraiment, ils sont dans la vie active et qui prennent vraiment conscience de la réalité des choses. Ils Je le ont, suis moi-même. Ils ont peut-être C'est plus d'années partage. devant eux que des... Ouais, voilà. Et puis c'est la génération justement qui est directement concernée et qui commence à vraiment prendre au sérieux ce genre de questionnement. Vous, est-ce que c'est une chose qui est importante pour vous, l'environnement? Vous le prenez au sérieux? Ouais, Oui, très. au sérieux. Ouais. Ouais. Oui. Avec ma femme, on a initié depuis quelques années un mode de vie zéro déchet. Enfin, pas d'accord. totalement, mais on essaye d'y tendre un peu. Très bien. Et justement, donc j'ai tourné il n'y a pas très longtemps, justement avec des étudiants, un petit reportage sur le mode de consommation durable et zéro déchet. Et justement, là, j'ai interviewé quelqu'un qui tient une épicerie. Là où je vis, en Seine-Saint-Denis. Et il m'a dit que justement, il a un public aussi qui est quand même de plus en plus jeune et lui-même commence à proposer des tarifs à destination de ce public. Ok. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, et même, il dit qu'il y a vraiment un enthousiasme, Mhm. beaucoup plus que voilà. Ouais. Bon, en même temps, avec toutes les catastrophes naturelles qu'on se Bah prend oui. dans la... Et comme tu le disais, de toute façon, c'est vrai que eux, c'est vraiment, ils ont toutes les années devant eux, beaucoup plus Ouais. que des personnes qui ont 50 ans, 60 À part ans. peut-être ceux qui ont des enfants et qui, voilà, bref. Oui, voilà, c'est ça. Mais exactement, ceux qui veulent Ouais. justement aussi entrer dans un mode de protection pour justement, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. À notre progéniture. Donc, fait numéro 4. La majorité des jeunes envisagent de créer une entreprise. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, Moussa? Ouais, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi? Parce qu'un jeune sur deux veut créer aujourd'hui son entreprise. Il y a une vraie volonté entrepreneuriale chez nos jeunes qui est forte et qui est importante, et c'est bien, il faut l'encourager. Après, voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi... tu as été entrepreneur, nous sommes à peu près On est presque tous tous des entrepreneurs, et on sait que l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque, c'est beaucoup d'efforts et de sacrifices, et parfois il y a de l'échec, souvent, et deux fois il y a la réussite. Mais voilà, mais c'est bien qu'il y a aussi cette prise d'initiative, parce que je pense que c'est les entrepreneurs qui peuvent changer le monde. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a longtemps été sous le spectre des carcans des anciennes générations à qui on a appris un mode de vie. Donc, aller à l'école, vous trouvez un travail et vous faites ci, vous faites ça. C'est vrai qu'on n'a pas forcément donné ces valeurs d'entrepreneuriat aux gens. Pour eux, voilà, c'était genre je travaille pour une grosse boîte ou machin, et j'aurai mon petit salaire tranquille, tout ça. Voilà. Quitte à laisser ses rêves et ses ambitions de côté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend plus le pouvoir sur ces choses-là. T'en penses quoi, Simon, toi? Je pense aussi qu'il est important de dire que être entrepreneur, je pense que c'est pas fait pour tout le monde et que c'est un mode de fonctionnement qui est assez promu justement avec parfois beaucoup de désillusions sur les réseaux sociaux qui véhiculent une certaine liberté, une certaine facilité. Moi-même, justement, je suis auto-entrepreneur, donc ça fait depuis 5 ans et je pensais justement parfois gagner en liberté sur certains aspects, mais tout a un prix et au final j'en paye le prix sur le temps, sur les sacrifices en vie personnelle, en temps qu'on passe avec. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est aussi bien de rappeler que avoir un travail fixe avec des revenus fixes, c'est aussi, surtout pour les temps qui courent,
aussi quelque chose qui est, Faut être Rassurant, plus patient aussi. rassurant, plus sécurisant. qui est plus Tu rassurant. as raison. On est un petit peu dans une ère où dès qu'on fait un effort, on veut le résultat immédiat. Effort, résultat, effort, résultat. Et c'est vrai qu'il faut être Tout de très suite. patient en étant entrepreneur parce que les résultats, ils se font après beaucoup de persévérance, de sacrifice et une rigueur aussi de travail qui est assez soutenue. Donc c'est pour ça qu'il y a des désillusions, je pense. Et on réussit pas tout de suite, hein, comme vous l'avez dit. Après, c'est bien de prôner l'aller-retour. Moi, j'encourage les les jeunes. romancé sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, souvent, moi, romancé, et puis les gens, ils pensent. J'avais fait une interview dans ce sens-là où je disais qu'il faut arrêter de vendre l'entrepreneuriat à toutes les formes et toutes les pièces. On a vu une multitude de vidéos sur des motivations. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un réussir parce qu'il a regardé une vidéo de motivation sur Internet. Il y a de l'accompagnement. Il faut dire à ces jeunes-là, aujourd'hui, il y a plein de dispositifs d'accompagnement déterminés comme d'autres. Déjà, quand on est entrepreneur, quand on se fait accompagner, quand on n'est pas tout seul, déjà, ça aide. Et derrière, après, ça évite pas les erreurs. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays comme en France où il y a tout un tas de dispositifs, de réseaux d'accompagnement et de financement, parfois de projets. Il faut juste les connaître, il faut juste taper aux bonnes portes. Et après, ça facilite. Mais après, en même temps, pour moi, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on peut aller tenter une aventure entrepreneuriale qui va peut-être pas forcément marcher, mais derrière, on va acquérir des compétences, une certaine manière d'exécution. Quand on va retourner dans une entreprise, on sera beaucoup plus fluide parce qu'on sera en capacité de prendre des initiatives. On sera en capacité d'être force de proposition. Et je pense que dans tous les cas, c'est du positif qui en sort. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est bien que tu dises ça, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on est dans une société où les médias cultivent beaucoup la réussite. Mais on montre moins souvent, je trouve, dans les médias les échecs. Alors que c'est ça qui nous forge, en fait. Exactement. On valorise le... Donc, en fait, nous, on voit quelqu'un arriver, on voit ce qu'il a fait, mais en fait, c'est difficile de trouver ce qu'il a raté. Et un bon exemple, je trouve, c'est David Bowie. Un jour, j'avais vu un docu assez intéressant sur lui. Et en fait, David Bowie, avant d'atteindre un peu sa célébrité, ça lui a pris 10 ans. C'était 10 ans d'efforts à essayer de faire des trucs, ça marchait pas, changer de producteur, changer de... Et c'est vrai qu'on est dans une société qui voilà, on montre la réussite. Du coup, c'est vrai que tout le monde a envie de plus faire de l'auto-entrepreneuriat, mais après, parfois, se heurte à des difficultés. Et ça donne des désillusions. Et il lâche rapidement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est aussi leur ambition de base n'était pas assez puissante. Exactement. C'est pour ça, quand on parle de déterminer, nous, on voit des milliers de personnes qui viennent toquer à notre porte pour se faire accompagner. Et en fait, être déterminé, c'est tout le temps. Tu peux être déterminé en regardant un match, et en fait, à la première difficulté, deux fois, tu vois des gens qui baissent les bras. Ils étaient peut-être pas prêts pour l'entrepreneuriat. C'est comme aujourd'hui, toutes les émissions qui valorisent la cuisine, la pâtisserie, il y a des émissions partout et tout, etc. Ça fait qu'on a une vague de personnes qui se sont lancées dans des formations, dans des métiers de pâtisserie, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Mais ils ne montrent pas l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi? C'est que les pâtissiers se lèvent à 5 h du matin, ils préparent leur pâtes, le coût de l'électricité, le coût des produits, etc., la marge brute, pour rendre ce rendu-là. Et du coup, c'est ça qu'il faut montrer, je pense. L'effort du travail avant de montrer la réussite et le résultat. Exactement. Donc, dernier fait pour clôturer ce jeu. Alors, les jeunes sont de plus en plus diplômés. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Moi, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense. Alors, Karim, il a dit faux. C'est le seul à avoir dit faux. Dis-moi pourquoi tu as dit faux. Bah justement, aujourd'hui, je pense que les jeunes, en tant que jeunes qui fréquentent beaucoup de personnes de mon âge, jeunes. C'est vrai que quand j'ai des discussions avec mes amis, on a toujours ce truc où ce sujet qui revient et qui dit l'école, ça sert à rien. Avoir des diplômes, ça sert à rien. Et c'est vrai que du coup, je pense que aujourd'hui, les jeunes vont plus chercher d'autres choses que des diplômes, plus des contacts. Être autodidacte aussi avec tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle, les tutos sur YouTube. Moi, je connais plein aussi de vidéastes aussi qui ont appris leur métier par des tutos. Surtout que tu évoquais l'intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle elle pose un problème vraiment crucial qui est... Bon, on est un peu, entre guillemets, enfin, je trouve qu'on converge vers un système où on a un peu tous peur de se faire remplacer par une intelligence artificielle, finalement. Et un jeune qui arrive, il se dit, pourquoi je ferais 5 ans d'études, voire plus, si, en fait, 2 années plus tard, on a développé quelque chose qui, je sais pas, qui peut travailler simultanément
20 milliards de variables et qui fera le même boulot 3 fois plus vite que moi et qui n'aura pas besoin d'être payé. Mais du coup, tu gardes ton vrai quand même? Je garde mon vrai parce que statistiquement, en fait, les statistiques parlent et c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de diplômés du bac, on voit qu'il y a de plus en plus de diplômés en licence, en master, etc. Bah oui. Mais après, est-ce que c'est réellement du coup un reflet d'intégration à l'emploi? Est-ce que c'est réellement un reflet? Voilà, tout ça. Oui, alors voilà, c'est ça justement. Donc la réponse, c'est vrai. Hein. Les jeunes sont de plus en plus diplômés comparé à il y a 10 ans, mais ils ont souvent moins d'emplois. Voilà, et en plus, ils sont plus jeunes. Ils sortent du système éducatif plus jeunes, plus tôt. Et comme on a raccourci, par exemple, nous, c'était 4 ans de lycée professionnel. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Mais en plus, tu vois, ils ont essayé de faire des bacs continus qui permettent en fait, d'avoir des notes avant le diplôme. Et il y a eu le Covid aussi, le bac Covid. Mais oui, c'est vrai, il y a eu cette génération-là où ça a été très compliqué de donner des diplômes. Et puis après, ils sortent diplômés, et puis finalement, on est tellement dans une ère de l'automatisation qu'en fait, du coup, l'accès à l'emploi est difficile parce qu'en fait, il y a plus de personnes diplômées que de besoins réels. Et même des fois, quand il y a des besoins, certains boulots n'attirent pas. Du coup, je suis prof et qu'on peut parler des profs, c'est un exemple typique. Voilà, il y a très souvent plus sur certains types de diplômes de professeurs, il y a des fois plus de places de professeurs que de personnes qui veulent devenir professeurs. Donc on est aussi sur des métiers. Et maintenant, il y a même des formations en accéléré pour devenir prof en 4 jours. Voilà, donc des fois même, il y avait eu ce fameux événement qui avait un peu défrayé la chronique, voilà, sur l'espèce de speed dating pour devenir contractuel, etc. Bon voilà, après je pense que les personnes qui sont contactées, qui intègrent, etc. Après, évidemment, se forment au fur et à mesure. Mais oui, donc il y a des travails qui sont des boulots qui sont de moins en moins attractifs. Mais et du coup, même parfois, on est diplômé et du coup, on a été remplacé dans une chaîne d'automatisation. Typiquement, l'IA va poser beaucoup de problèmes. Et moi-même, mon boulot, est-ce qu'il ne sera pas un jour là, on remplacé parle par même l'IA? pas de tout ce qui est discrimination à l'embauche, etc. Donc là, on a demandé l'avis aux Français. On a fait un petit micro-trottoir. Donc, on va le diffuser, on va réagir en plateau. J'ai l'impression qu'on fait pas mal de choses, même on combat pas mal de choses qui étaient assez mauvaises dans la société. Donc j'ai l'impression que non, elle est pas du tout égarée. Que carrément c'est un symbole d'espoir pour moi, la jeunesse là, d'aujourd'hui. La jeunesse actuelle, là, ils ont déraillé, ils sont perdus, je te jure. Je trouve qu'on est face à une réalité qu'on ne devrait pas assumer. On a peu de moyens. Je trouve qu'on est un peu mis à l'écart dans le gouvernement actuel. Personnellement, j'ai pas envie de retourner dans le passé parce que je pense qu'on évolue pas mal quand même par rapport aux minorités, par rapport aux revendications, etc. On parle et on libère la parole, etc. Donc pour ça, je trouve que la jeunesse est vraiment bien dans certains camps. Après, forcément, on est un peu trop libéré sur certaines choses, je pense. Donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, au niveau des revendications, on parle maintenant et ça avance. Alors je pense pas que ce soit ni une bonne ni une mauvaise, c'est vraiment comment on l'utilise et il faut apprendre à l'utiliser parce que ça nous permet d'entrer en contact, de voir certaines choses, de nous évader, mais il y a quand même beaucoup d'informations, on peut vite être trompé en fait. C'est à nous-mêmes de trouver le moyen de rendre ça une bonne chose en fait. Ouais, franchement c'est une bonne chose pour la jeunesse. On a besoin d'être cultivé, mais si on est à la maison, il n'y a pas de réseaux sociaux et tout, comment on serait cultivé? Grâce aux réseaux sociaux on apprend certaines choses, on a des informations, tout le monde a droit à l'information. Les réseaux sociaux c'est très important pour les jeunes. À la fois ça bouffe beaucoup de temps sur ta journée, mais à la fois il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, tu peux prendre beaucoup d'informations, tout. Non, justement c'est une bonne chose pour se faire entendre parce que maintenant en 2023 les réseaux sociaux ça a une place fondamentale et si c'est un moyen pour se faire entendre, autant l'utiliser quoi. C'est une bonne chose parce que on peut carrément se cultiver, il y a beaucoup d'informations, etc. Enfin, il y a de l'information, il y a de la désinformation, donc on peut vachement se cultiver. Par contre il y a le côté harcèlement, haine, etc. qui va pas du tout. Le côté addiction aussi. Non, je trouve qu'on nous tire un peu vers le bas. On n'accepte pas de nous voir changer, on va dire. Parce qu'on est différent des anciennes générations. Et c'est comme ça avec toutes les nouvelles générations de toute façon. Au final, c'est nous qui allons être les grands et peut-être qu'on dira la même chose des générations prochaines. Je pense qu'elle est un peu mal représentée. Je sais pas, on a une image un peu de gens qui se révoltent. C'est un peu mal vu. Je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression qu'on est la jeunesse en colère, qui fait que se plaindre, qui travaille pas. Je pense que ça serait juste de les écouter parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc ça serait d'être à l'écoute en fait, tout simplement. En fait. Pour moi, j'aimerais vraiment que les jeunes d'aujourd'hui doivent être unis. C'est l'essentiel quoi. Donc actuellement, quelle est la chose qui vous inquiète le plus par rapport à notre nouvelle génération ? Qu'en pensez-vous de ce micro-trottoir et qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
Moi, je pense qu'il y a donc un des intervenants du micro-trottoir qui a parlé de l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les dérives des réseaux sociaux, donc les dérives en tout genre, et l'usage abusif, et en fait, tout ce qui peut justement desservir l'humanité plus que servir l'humanité. Donc, comme certains Comme le dit, harcèlement. ouais, voilà, je pense voilà, notamment au harcèlement. Je pense aussi à quelque chose qu'on penserait peut-être pas forcément à premier abord, mais aux conséquences psychologiques et aux modifications de nos cerveaux avec toute cette masse d'informations qui est une réalité avec les formats courts justement de plus en plus sur TikTok, etc. Et je pense que voilà, ça c'est aussi important d'en parler. Ouais. Qui veut prendre la parole à ce niveau? Oui. Ce que je trouve aussi qui est dangereux sur les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, le spectateur, c'est vrai qu'en regardant certains créateurs de contenu créer, il essaye de... En fait, c'est comme si en face de lui, il a un idéal, soit féminin ou masculin, ça dépend. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes filles. Il y a beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui vont essayer de ressembler à la créatrice de contenu qu'ils aiment, qui suivent, etc. Et je trouve que si le créateur de contenu n'est pas bienveillant envers sa communauté et ne véhicule pas un bon message, ça peut être dangereux. Donc les réseaux, donc quand des personnes s'identifient à des influenceurs qui pourraient nuire à leur quotidien. Ok. Je pense qu'ils l'ont assez bien résumé, les personnes qui ont été interviewées. Le réseau social peut être une force, mais voilà, après c'est toujours pareil, c'est l'utilisation également qu'on en fait. Donc oui, c'est un super vecteur de communication. On peut vraiment se retrouver entre minorités. On peut parler de problèmes un peu vraiment sociétaux. Mais après, le problème, c'est que voilà, peut y avoir aussi du déferlement de haine. Peut également y avoir du harcèlement. D'ailleurs, la problématique de harcèlement souvent très très présente. Tu as des anecdotes, toi, par rapport à ça, au harcèlement, vu que tu es confronté vraiment à la jeunesse, tu as déjà eu des étudiants qui sont retrouvés dans des cas où ils sont harcelés sur les réseaux? Justement, ce qui est assez difficile, et en tant que prof, on se sent un peu impuissant, c'est qu'en fait, un jeune, quand il est pas bien, quand il est en souffrance, quand il se fait harceler, qui vraiment il est en mal-être, il va pas voir un prof. Il va pas voir prof. Déjà qu'il a du mal, il a du mal à voir ses parents, il a du mal à en parler autour de lui. Et vraiment, il est souvent un jeune qui est harcelé et reclus. Et justement, c'est le plan un peu du gouvernement. Ils essayent un peu en ce moment de dire voilà, on essaie de libérer les paroles. Voilà, on essaye vraiment de les inviter à parler, on essaie vraiment de les inviter à s'exprimer. Mais finalement, en tant que prof, c'est quelque chose des fois qu'on peut apprendre a posteriori avec un peu stupéfaction. Une personne, c'est un peu dur à identifier. Bon, après, c'est vrai que moi, ça fait quelques temps que j'enseigne plus dans le secondaire, donc je suis pas le plus représentatif à ce niveau-là. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est voilà. J'ai eu des cas. Voilà, non, souvent, j'ai pas eu de cas vraiment en tant que professeur. Ouais. Alors moi, j'ai déjà eu, par contre, quand j'étais, moi-même, j'étais collégien. Voilà, d'amis ou des fois moi-même qui avons subi parfois du harcèlement. Mais bon, c'est quelque chose qui. Le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus seulement du harcèlement à l'école. Le harcèlement, il te poursuit. Quand tu rentres chez toi, si tu veux te connecter sur, je sais pas, TikTok, Facebook, Insta, c'est vrai que les jeunes sont plus sur Facebook, mais ça te poursuit quand même parce que ces mêmes communautés qui t'harcelaient à l'école continuent de t'harceler chez toi. Et c'est ça la difficulté. Tandis que nous, à notre époque, quand on rentrait chez nous, on se connectait pas à MSN et puis on était relativement tranquille, quoi. Voilà. Et là, maintenant, c'est assez complexe. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment un nouvel enjeu des réseaux sociaux qu'il faut pouvoir maintenant contrôler, quoi. C'est aussi le cas quand on se lance sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu ou en tant qu'artiste, en tant qu'auto-entrepreneur, peu importe en fait ce qu'on propose. Il y a aussi cette pression de savoir qu'on s'expose aussi à un potentiel risque de cyberharcèlement et selon les profils, ça peut être plus ou moins violent. Voilà. D'accord, oui. Donc ouais, comme vous avez fait la transition vous-même, du coup, donc nous sommes dans l'ère du digital et des réseaux sociaux, donc nos modes et notre fonctionnement, ça a radicalement changé. Selon vous, quel est le plus grand fléau, tous à votre échelle, quel est le plus grand fléau des réseaux sociaux? Le cyberharcèlement.
Toi, t'as déjà connu le cyberharcèlement? Ah bah, je le vis encore. Moi, ça fait 3 ans que je suis cyberharcelé par rapport à ma vie d'artiste et à mon exposition. Oui, je l'ai déjà vécu et puis je le vois aussi autour de moi. Je travaille justement avec des associations qui luttent contre le harcèlement ou le cyberharcèlement, surtout le cyberharcèlement. Et oui, c'est une réalité et c'est une réalité sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de... Ça a déjà affecté ta santé mentale, ce genre de commentaires? Complètement. Ouais, complètement. Bon. Et ça va au quotidien? Parce que c'est vrai que c'est un choix de carrière qui est assez particulier. Est-ce que ça t'a déchauffé de faire ça ou tu continues malgré tout Bah forcément, je pense qu'on traverse des périodes de doute parce que moi, je vis de ma passion et justement, j'ai cette chance de faire ce que j'aime. Mais justement, de nos jours, j'ai l'impression que tout se paye et que tout a un prix. Et donc, à la fois, oui, il y a cette facilité cette facilité. C'est pas forcément très facile justement, mais ce plaisir de faire ce qu'on aime, mais il y a les à côté de haine, d'exposition et de tous les dangers. Moi, j'ai été cambriolé carrément, et justement, je pense par des cyberharceleurs qui avaient déchiré des photos chez moi, etc. Donc je pense que c'était visé, et même être suivi dans la rue, etc. Ça peut aller parfois loin. Ah ouais. Et justement, on n'a pas forcément des fois beaucoup de... le gouvernement est un peu en retard, je pense, par rapport à... Non, mais en fait, le gouvernement cultive une haine envers les créateurs de contenu qui ne date pas d'hier, parce que forcément, ça dérange que certains créateurs de contenu gagnent très bien leur vie. Ce qui dérange également, c'est que certains se mettent à faire des lives TikTok pour gagner de l'argent. Est-ce que ça, c'est la nouvelle mode en ce moment? On voit plein d'anciens candidats de télé-réalité faire des lives TikTok sur les réseaux sociaux, donc ça gêne parce que forcément, on leur dit que voilà, ils sont face à des gamins de 13 ans qui payent des lions, des machins. Vous pensez quoi de tout ça, là? J'étais même pas au courant que ça existait. Ah ouais. Pareil. En ce moment, Karim, toi, je pense que Karim, tu penses quoi de tout ça? Bah, moi, je pense que ces personnes-là, je les vois un peu comme des mendiants. Pour être cru. Et c'est vrai qu'ils camouflent ça sous la forme d'un jeu, en fait. C'est un genre de jeu qui va recevoir le plus de cadeaux et tout. Mais je trouve que c'est vraiment, je sais pas si je pourrais dire dangereux, mais parce qu'en fait, tu sais pas qui t'envoie l'argent. Ça se peut que ce soit un petit enfant qui prenne la carte de sa mère. Ils sont en précarité. C'est souvent le cas. Parce que sa mère, elle vit peut-être, élève les enfants seuls, en précarité. Exactement. Et du coup, Et c'est vrai que eux, ils jouent de leur influence pour prendre de l'argent. Prendre de On a l'argent. une TikTokeuse qui s'appelle Tinky Doll qui révélait gagner des fois des 20 000 € par semaine juste en 10 ans. En fait, à chaque fois qu'il y avait une interaction, genre un chapeau, un cœur, ou c'est ça, je me trompe pas. Ice Cream So Good. Oui, voilà, Ice Cream So Good. Donc, et cette jeune fille, elle bat des records et là, elle a distribué un Oscar au dernier MTV VMAs. Est-ce que tu comprends, toi, le succès des gens comme ça, juste qui sont en live et qui gagnent de l'argent Après, moi, je jette pas la pierre à ces gens-là, dans le sens où je pense qu'ils profitent d'une opportunité. Et en soi, tant mieux pour eux, dans le sens où s'ils se font de l'argent plus facilement, tant mieux. Moi, ce qui me gêne, c'est plutôt l'accès, en fait, à ces plateformes des jeunes qui n'ont pas forcément... pour moi, je pense que les mineurs ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Et justement, pour éviter ce genre de dérive, il faudrait que les parents puissent aussi contrôler ce que leurs enfants consomment ou regardent sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'il serait temps aussi d'interdire ou d'apporter un point de vue aussi un peu éthique au-delà de tout cet argent. Je pense que le gouvernement doit aussi agir sur ces plateformes directement. Les réseaux sociaux, ça touche la jeunesse et les jeunes, ils sont souvent en précarité. Donc là, on fait face à un nouveau problème. Un problème ou pas, je ne sais pas, à vous d'en juger, bien sûr. Donc, on a des nouvelles plateformes qui se font connaître et ça a vraiment augmenté après le confinement. Donc, Simon, il pourra raconter son histoire à ce propos. Donc, on a des plateformes comme Mime et OnlyFans où il y a de plus en plus de jeunes femmes et d'hommes qui se mettent dessus. Donc, on a posé quelques questions à une célèbre youtubeuse qui est sexothérapeute également, qui est sur ces plateformes-là. Donc, petit magnéto de Pure Human Soul. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Chloé, plus connue sur les réseaux sous le nom de Pure Human Soul. J'ai une chaîne YouTube
dédié à la sexualité, au développement personnel. C'est comme ça que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. Le type de contenu que je propose sur mon mime a bien évidemment évolué au cours du temps. Tout d'abord, j'ai commencé vraiment par de la lingerie basique, voilà, avec un haut, un bas. Je mettais dans des positions, je faisais des photos, je faisais des vidéos assez érotiques, voilà, des choses très plaisantes, très douces et très sensuelles. Maintenant, j'ai un petit peu évolué dans ce que je propose, mais j'ai toujours des limites claires que je ne veux pas franchir justement. Les raisons qui m'ont poussée à me lancer sur Mime, c'est tout simplement le retrait de ma chaîne YouTube du YouTube Programme Creator, c'est-à-dire le programme qui me permettait de toucher des fonds de la part de YouTube. Ils ont décidé de retirer ma chaîne Purion Mansoul de ce programme-là et donc je n'avais plus de source de revenus. C'est un travail peut-être moins pénible qu'un autre, mais qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de rigueur, beaucoup également d'inventivité, de créativité, et il faut savoir que l'argent facile, ça n'existe pas. Il y aura toujours une contrepartie à votre travail comme à l'argent que vous gagnez. J'ai toujours prôné la liberté de choisir. Pour moi, c'est ça la vraie liberté, c'est de choisir si on veut se couvrir, si on veut se dénuder. On pourrait dire les points négatifs, ce serait peut-être les leaks, en se disant bon, c'est vrai, la plateforme devrait mettre en place plus de sécurité. Il faut vraiment avoir conscience en faisant les photos et les vidéos, en faisant le contenu en général, que c'est du contenu qui peut potentiellement leaker. Donc leaker en français c'est fuiter. Donc voilà, je pense qu'il faut juste garder en tête qu'il comporte des risques, de choisir en fait, c'est avoir le choix de sa propre personne, de ses propres actions et en assumer les responsabilités totalement. Et c'est pour ça que je déconseille fortement aux jeunes personnes, donc les jeunes filles à peine majeures ou les jeunes hommes à peine majeurs qui veulent se lancer en se disant je vais faire de l'argent facilement, etc. C'est faux. Merci de m'avoir invité sur l'émission, toujours un plaisir de vous partager mes pensées et mes avis. Voilà, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Donc voilà, merci à toi Chloé en tout cas d'avoir participé à l'émission en distance. Hein, du coup, c'est ton amie Chloé d'ailleurs, Simon. Exactement. Donc du coup, on va parler avec toi. Du coup, toi, tu as choisi de te mettre sur la plateforme OnlyFans pour financer tes projets musicaux. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche et des enjeux que ça a créé? Alors moi j'ai un peu le même parcours que Chloé, dans le sens où je me suis lancé du coup sur YouTube en 2018. Donc il y avait beaucoup d'engouement autour de YouTube. Moi j'étais parmi la dernière vague de YouTubeurs. Et c'est vrai qu'il y a eu, à l'époque, parler de sexualité, parce que moi j'abordais aussi des thématiques de sexualité, de santé, de prévention, mais que ce soit sur la sexualité ou sur plein de sujets divers et variés. Voilà, en fait, on était beaucoup censurés, on n'était pas monétisés, et du coup, on travaillait bénévolement. Et comme tout le monde, il faut qu'on vive, etc. Votre moteur de base, c'était quand même l'argent. Ça a été un déclencheur, je pense, mais après, c'est quelque chose en fait qu'on faisait déjà gratuitement. Et en fait, à force d'être sexualisé, moi, par exemple, même sans me sexualiser, des fois juste des photos de moi sur YouTube, etc., se retrouver dans des forums voilà, où ça demandait des nudes, etc. Et je me suis dit, en fait, il y a tellement une sexualisation, mais qu'on le veuille ou non, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, autant en tirer un bénéfice. Et justement qu'en plus, on galérait à éduquer les gens pour une sexualité saine, etc. sur Internet. On était censurés. Donc, on s'est dit, autant tirer des revenus de quelque chose qu'on aime, en fait. D'accord. D'un métier passion, on va dire. Ok. Et du coup, pour ta carrière musicale aussi, ça t'a aidé à produire ta musique? Complètement. C'est vrai que moi, dans mes circonstances, voilà, j'avais pas forcément connaissance de tout ce milieu artistique et j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Je fais des clips depuis que j'ai 10 ans. Enfin, j'ai toujours été très très créatif et je suis avant tout artiste. Enfin, OnlyFans, ça représente vraiment 5% de mon travail. Tout le reste, c'est à côté, c'est que la création artistique. Bien sûr. C'est vrai que par le financement, ça m'a permis d'accéder à certains moyens et de pouvoir me payer des équipes, de pouvoir respecter en fait les gens avec qui je travaille et de pas faire juste des collaborations non rémunérées, de pouvoir un peu évoluer dans ma carrière. Voilà, avec bien sûr toute cette conscientisation sur les choses et ce recul aussi sur toi-même qui te permet d'avoir fait les choix que tu as fait. Bien sûr.
pour ta carrière. Moussa, qu'est-ce que tu penses de ces choix un petit peu nouveaux que certaines personnes, certains jeunes empruntent? Est-ce que tu penses que c'est un peu de la facilité? Tu vas me dire, c'est pas facile de faire ce genre de choses non plus. Moi, je suis déconnecté en fait de Ouais. tout ça, vraiment, pour de vrai. Je suis assez éloigné de tout ça. Moi, j'ai toujours été dans la valeur du travail, dans le sens où il fallait apprendre un métier, il fallait travailler, il fallait entreprendre quelque chose. Après, c'est vrai que peut-être que ça peut aussi, à un moment donné, avoir le revers de la médaille. C'est pour ça qu'il faut mettre des règles claires. Ouais. Et aussi, surtout sur les plus jeunes qui veulent peut-être... Mais je pense aussi le revers de la médaille, ça a été ton cyberharcèlement aussi. C'est le cyberharcèlement, Il y a eu on l'a des dit. choses qui... Mais c'est aussi les plus jeunes, quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, qui fait choix, et c'est un choix réfléchi, mais quelqu'un qui a 18 ans, qui rentre à peine dans la vie active, ça se trouve, il va être déçu parce qu'il pensait gagner de l'argent ou avoir un peu de notoriété. Et peut-être que dans quelques années, il va regretter de l'avoir fait. Donc il faut aussi mesurer tout ça. Et je pense que voilà, moi, je suis assez éloigné de tout ça, mais je ne conseillerais pas à un jeune d'aller tout de suite dans ces plateformes-là pour se faire rémunérer. Oui, il y a d'autres moyens aujourd'hui, à un moment donné. Et ça revient à la question de pourquoi aujourd'hui, toute une partie de la jeunesse pense que la réussite, c'est aussi l'argent. À 15-16 ans, au lieu d'aller concentrer sur un travail, un vrai travail, ils prennent des risques de faire certaines choses de manière illégale. Et à la finalité, on sait que finalement, peut-être qu'ils vont se retrouver en difficulté. Et moi, je le raconte dans mon livre. J'étais au lycée avec un jeune en 2002. Et finalement, je suis intervenu en 2018 à la prison d'arrêt, la maison d'arrêt de Villepinte. Ouais. Et puis de 2002 à 2018, je retrouve un ancien camarade de lycée qui était en prison, qui avait pris une peine de plus de 10, à 2 chiffres, quoi, plus de 10 ans de prison pour trafic de drogue, etc. Et tout, pour trafic de drogue, etc. Ouais. Donc du coup, on voit un peu les parcours. Je dis pas que moi je suis mieux que lui ou j'ai plus réussi, mais parfois il y a des situations qui te ramènent dans des difficultés parce que c'est des choix de vie et tout ça, etc. qui permet aussi à vouloir cet argent tout de suite maintenant. Ouais. Et qui parfois crée des parcours à risque, quoi. À risque, ouais. Toi aussi, Karim, de ton côté, tu as déjà été témoin de... Moi, directement. Ouais. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé, on va dire, à un petit peu monter sur les réseaux, j'ai été approché par des traders. C'était des trucs de paris sportifs ou c'était vraiment des vrais traders ça aussi, oui, de paris sportifs. Mais non, moi, c'était plus du trading. Ouais. En fait, c'est vrai que pour moi, sur les réseaux, il y a 2 chemins. Soit tu vas chercher l'argent facile tout de suite à travers des plateformes telles que Mime, du trading, du casino en ligne, etc. Et qui sont... sportifs. Ouais, et l'argent rapide, on va pas dire forcément facile parce que c'est pas forcément l'argent facile. Rapide, on va dire l'argent rapide. Et c'est vrai que derrière tous ces business-là, on va dire que se cachent certaines choses pas très correctes. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis déjà tombé sur, par rapport à mon expérience de trading, des traders qui m'ont dit clairement, écoute, nous, on va faire perdre ta communauté là, et derrière, on va se remplir les poches. Et c'est vrai qu'au début, bon, j'ai pas travaillé avec ceux-là, mais c'est vrai que moi, pour vous dire, je suis tombé dans le piège. J'ai travaillé 2 semaines avec un trader parce que c'est vrai que je m'y connaissais pas et il m'a vendu du rêve. Écoute, moi je suis quelqu'un de généreux. Il m'a dit on va aider ta communauté à faire de l'argent et toi aussi derrière tu vas pouvoir prendre de l'argent. Et c'est vrai que le fait d'être dans ce doute, est-ce que j'arnaque les gens ou pas, j'ai vite tiré un trait sur tout ça et Ouais, tu as eu la conscience d'arrêter au moment où, mais il y a eu pas mal de, notamment les influenceurs Nadé et Marc Blatta qui ont été accusés aussi d'arnaquer un petit peu les gens avec des plateformes de trading. Toi, ils ont été directs avec toi, ils t'ont dit consciemment, oui, voilà, ta communauté va perdre, mais toi, tu vas te remplir les poches. Voilà, il y en a en fait qui étaient directs et qui me disaient, tu vas prendre gros, donc ils se disaient que... C'était quel genre de somme, tu peux nous dire? Ça peut aller jusqu'à 200 000 euros par mois, facile. Ok. Et du coup, en me disant cette somme-là qui est énorme, ils se sont dit que j'allais peut-être être prêt à arnaquer ma communauté. Mais derrière, tu en as d'autres qui vont peut-être un peu jouer, mentir et te dire
Te dire non, t'inquiète et tout, on va pas ta communauté, etc. Ouais. Et en plus, c'est une responsabilité. Ouais. Quand vous avez une communauté, ça vous engage, en quelque sorte. Il y a des messages à véhiculer, il y a aussi, on est garant, parce que généralement, les jeunes qui suivent des personnes sur Internet, sur les réseaux, il y a une certaine confiance. À un moment donné, c'est une mesure, c'est un impact énorme. Et du coup, cette conscientisation de dire, OK, un modèle je aussi. préserve ma communauté parce que je suis vu comme un modèle, etc. Bah, c'est ça qui va te mettre des limites. Après, c'est une question de valeur. Il y en a, c'est vrai que leur moteur, c'est l'argent. Donc, Oui, ils sont prêts après- à tout pour arriver à ça. Après, je pense aussi que certains créateurs de contenu, ils font quelques erreurs. Moi, par exemple, j'ai fait quelques erreurs aussi. J'ai déjà fait de la promotion pour Shein il y a quelques années, alors que je suis contre le fast fashion et tout ça. Et moi, je savais pas tout ce qui était, tous les problèmes que ça soulevait, notamment environnementaux et aussi par rapport au travail forcé dans les camps ouïghours, etc. Et quand j'ai conscientisé tout ça, quand j'ai vu des documentaires où je me suis renseignée, là après j'étais radicale et j'ai pris un virement dans bon, je me considère pas vraiment comme une influenceuse, mais j'ai pris un virement dans mes collaborations. J'ai arrêté tout ce qui était fast fashion. Et je pense que c'est peut-être en faisant des erreurs qu'on se rend compte des choses. Donc Simon, moi je voulais juste te poser une petite dernière question par rapport à ton activité. Est-ce que tu n'as pas peur de le regretter, par exemple, quand tu auras 30 ans ? Pas du tout, au contraire, parce que non, je regretterai jamais parce que je ne regrette rien dans ma vie et tout ce que je l'ai fait, justement, je pense que c'est très 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 important d'insister là-dessus. Je l'ai fait en âme et conscience, c'est-à-dire que Chloé et moi, on a cette similitude de l'avoir fait avec beaucoup de recul et moi j'ai réfléchi pendant 1 an avant de le faire. Donc, je me suis pas juste dit ok, je vais me faire tant machin. Non, c'est pas du tout ça. J'ai pesé les pour et les contre et justement. Je l'ai fait en respectant mes limites. C'est-à-dire que moi, je fais pas un contenu pornographique. Après, ça pourrait être le cas, il n'y aurait pas de souci, mais ce ne sont pas mes... Donc ça, c'était la limite à ne pas franchir. C'est la limite que je ne veux pas franchir. Et oui, donc je connais les risques et je les assume jusqu'à maintenant et je les assumerai toujours. Donc je reste aligné avec moi-même et je pense que justement c'est très important. Moussa l'a dit, j'étais tout à fait d'accord avec justement son point de vue. Il y a beaucoup de désillusions, c'est pas de l'argent forcément facile, tout a un prix, tout se paye et je pense que ça sert à rien de se lancer comme ça et je conseillerais pas non plus aux jeunes de se lancer sur ce type de plateforme. Faut savoir que moi et Chloé on s'est lancé avec une certaine notoriété, une certaine communauté. À quel âge ? Moi j'avais 20 ans et elle 22, un truc comme ça, mais on avait déjà une grosse communauté sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et oui, et c'était vos sujets un petit peu de prédilection, donc vous faisiez déjà des photos un petit peu, où vous montrez un petit peu votre corps sur les réseaux avant même de créer votre compte, c'est ça ? Voilà. Vous comprenez, vous, qu'on puisse prendre ce genre de risque pour... Bien sûr. Ouais, t'as déjà pris des risques comme ça aussi ou... Comment dire, en tant que fonctionnaire. Ouais, non, ça va plutôt là. Est-ce que je suis vraiment le plus représentatif du risque ? Je sais pas. Non, je pense pas être. Je pense être moi-même. Alors après, c'est une question de personnalité. Je pense qu'en effet, moi, je trouve ça très très courageux. Ces jeunes qui se lancent, ils sont autodidactes sur plein de choses. Ils savent comment s'auto-former. Ils deviennent monteurs. Ils savent faire. Ils savent se prendre en photo. Ils savent faire des prises de vue, des prises de son. Bon, après, ils gagnent de l'argent. Ils se font rejoindre par une équipe, mais de prime abord, c'est quand même un gros investissement personnel. Donc, de croire que c'est de l'argent facile, je pense que c'est vraiment une idée reçue. Karim, il avait pas l'air d'accord. Donc du coup après sans aucun jugement, chacun son truc. Ah oui, bien sûr. Toi, moi je suis après pas tout d'accord. peut-être que par rapport à tes valeurs, t'es beaucoup plus pudique et tout ça, donc c'est peut-être un univers qui est loin de. Et même il dit que c'est pour financer Simon, désolé. Tu dis que c'est pour financer un peu ton projet d'artiste et tout, mais c'est vrai que moi qui ai beaucoup d'amis artistes et tout, ils font très attention à leur image. Par exemple, là, du contenu comme ça qui peut sortir sur eux, sur les réseaux, c'est vrai qu'ils vont faire très attention. Et toi, t'as pas peur que ça te bride sur de futures opportunités, peut-être collab dans le Après, futur. ça fait partie aussi de son univers artistique, parce que j'ai vu ta pochette d'album, où on te voit en torse nu et tout ça, donc...
Non, moi, en fait, comment dire, je pense que je respecte à 100% ton point de vue et le fait que toi, tu ne te sentirais pas à l'aise de faire ça, puisque, comme Chloé l'a dit, qu'on se sente couvert, enfin, qu'on ait envie d'être couvert ou dénudé, l'important, c'est de choisir et de respecter les choix de chacun. Donc, je respecte à 100% tes choix. Maintenant, les miens sont différents et je ne vois pas que la nudité comme quelque chose de sale ou de dégradant, et du coup c'est aussi voilà, comme Siam le dit, ça fait partie de mes revendications, de mon personnage, et puis voilà, dans la vie de tous les jours je suis beaucoup plus pudique, beaucoup plus simple. Surtout je trouve qu'il y a un jeu de comment dire, c'est mercantile, c'est-à-dire c'est l'offre et la demande. Toi, tu fais ça, et si en même temps, s'il y a une communauté qui le demande, si tu réponds à une demande, du coup, tant mieux. Après, si des personnes n'ont pas envie de voir ce type d'image, ils y vont pas, tout simplement. Exactement. S'ils ne veulent pas voir ça, ils regardent pas. Et puis, mais comment c'est perçu aujourd'hui Moi, comment c'est perçu avoir ce type de compte aujourd'hui? Je pense que d'une part, ça a suscité beaucoup d'interrogations et c'est perçu encore justement parfois comme quelque chose de dégradant. Après, je pense que c'est dégradant en effet si la personne n'est pas à l'aise avec ça, si la personne, pour les personnes qui sont forcées, parce qu'il y a du proxénétisme sur ces plateformes-là, des personnes qui ont des agents, ça, oui, je pense que ça peut être tout à fait dégradant. Moi, c'est un choix que j'ai réfléchi pendant 1 an, donc je trouve pas ça dégradant puisque c'est moi qui l'ai choisi. C'est très intéressant et rare qu'on puisse donner la parole sur ce type de contenu à un garçon, parce que la plupart du temps, c'est beaucoup des femmes qui font ça. Du coup, merci en tout cas d'avoir donné ton ressenti à ce sujet. Maintenant, on va parler des solutions. Par rapport à tous les défis dont fait face la jeunesse. Donc, on va explorer diverses solutions et initiatives qui visent à soutenir et à aider la jeunesse. Donc, toi, Moussa, tu as un livre actuellement là, qui vient de sortir, donc, Les Déterminés. Donc, j'aimerais que tu en parles et comment ce livre peut inspirer la jeunesse. L'idée de ce livre, ça a été une longue réflexion. Quand j'ai eu la chance de rencontrer la directrice de ma maison d'édition, Les Presses de la Cité, que je remercie, qui m'ont accompagné, ils m'ont proposé le projet. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi écrire un livre? J'ai rien à raconter. Et en plus, je suis pas légitime. Tu as des choses à raconter. Non, mais de prime abord, c'est ce que je me suis posé comme question. Et en fait, je me suis rendu compte que je me posais la même question que des entrepreneurs ou des personnes que j'accompagnais vers un emploi qui se posaient avant de se lancer. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que, bien sûr, j'avais des choses à raconter. Et ce livre, c'est un peu mon parcours, c'est une partie de moi, mais c'est aussi un témoignage d'espoir. C'est pour aussi... c'est pour celles et ceux qui se sentent bloqués par quelque chose, qui pensent qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas réussir dans le pays dans lequel ils sont. Et ce livre, ça démontre par des rencontres, par de la détermination, par aussi le fait de porter un projet qui est dans une action collective, peut déboucher. Et ce livre, il est là pour donner la force, donner l'envie et surtout donner une méthode pour y arriver. Ok, c'est super. J'ai une petite question pour toi. Parce que maintenant, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as 37 ans. Tes amis qui étaient avec toi, par exemple, au collège, lycée, quand ils voient ton parcours et que tu les recroises, comment ils interagissent avec toi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Moi, la grande chance que j'ai, c'est que je suis né à Cergy-Pontoise, j'ai grandi à Cergy-Pontoise et j'habite toujours à Cergy-Pontoise. Okay. Malgré, aujourd'hui, j'ai une vie qui est totalement différente. Je peux me retrouver avec un grand chef d'entreprise du 440 et le soir, avec un jeune de mon quartier ou un ami. Et en fait, ils voient la même personne qui est avec eux, parce que j'ai toujours été en proximité. Est-ce qu'ils savaient que tu... en fait, ils s'en rendaient pas compte, parce que, en gros, moi, j'ai 2 vies. J'ai la vie d'un déterminé avec le projet que je porte, et j'ai aussi cette vie issue de Cergy, que les gens me connaissent en intimité. Et c'est vrai que moi, je parle de mes amis avec qui j'étais depuis qu'on est petit. On se connaît depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore mes amis. Ouais. Mais on a partagé les mêmes choses et ils ont pu voir un peu cette extraction sociale. Donc, en même temps, ça leur a donné du courage pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ouais. Et moi, ce que je veux aussi transmettre par rapport à ce livre, c'est que chaque jeune, peu importe d'où il vient, qu'on vienne d'un quartier, d'un village, des Outre-mer, et qu'on pense que finalement, il n'y a pas de solution qui sont devant nous,
c'est de se mettre en action. Comment se mettre en action, comment créer. Moi, j'explique, moi, je suis né dans une famille modeste. Ma mère, elle faisait les ménages. Mon père était agent d'entretien. On était, avec mes frères et sœurs, 5 dans la chambre, lit superposé, matelas au sol. Donc, pour sortir de ça, il faut vraiment être plus que déterminé. Et moi, quand je parle de détermination, c'est limite un état d'esprit. C'est, voilà, j'avais cette envie, à un moment donné, de changer un peu mon quotidien et de faire en sorte que ma réussite, elle ne soit pas uniquement individuelle, qu'elle puisse être collective. Et quand je crée un projet comme Les Déterminés, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. On a un fer de lance de l'accompagnement sur des projets professionnels à plein de jeunes qui arrivent, ils ne savent pas aujourd'hui comment se projeter. Et en quelques semaines, en quelques mois, on voit un changement qui s'opère en eux. C'est des entreprises dans la logistique, dans la santé, dans le digital. Ça va être dans l'éducation, ça va être des gens qui vont arriver avec une idée. 2 ans après, ils vont créer leur boîte. Ils vont avoir plus d'une centaine de salariés. Tu donnerais, genre 3 conseils, ou moins, ou plus, que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de lui-même, qui a peur de se lancer? Quels sont les conseils? Moi, j'ai toujours du mal à donner des conseils parce que moi-même, j'ai eu du mal à suivre les conseils qu'on me donnait. J'aime bien la phrase du regretté tonton David qui disait « Chacun son chemin, chacun sa route, chacun son rêve, chacun son destin ». Chacun son rêve, chacun son chemin, chacun exactement. Chacun son destin. Et du coup, les conseils que je donne, c'est le plus important dans tout ce qu'on fait, avant même le bien matériel, c'est l'épanouissement. C'est d'avoir cette envie et d'être passionné pour ce qu'on fait. D'être aligné avec ce que l'on est. Et ses valeurs, et chacun a ses valeurs. Très bien. Voilà. Ok, ben alors on va donner d'autres solutions. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez commander Les Déterminés, donc sur toutes les plateformes, la Fnac, Amazon, etc., c'est sorti. Donc on a d'autres vecteurs qui peuvent aider les jeunes. Donc on a une plateforme dont on a parlé dans notre première émission qui s'appelle Delivered, donc pour les jeunes qui sont en situation précaire, qui va offrir des repas pour les étudiants. Donc allez checker ça. On a d'autres solutions. On a aussi une application qui s'appelle Indigo, qui est c'est vraiment un échange de services. C'est vraiment dans le service, c'est-à-dire ou dans le don. Vraiment, vous donnez. Si vous, par exemple, vous avez un canapé, vous voulez pas, vous savez pas quoi faire, vous voulez pas le vendre forcément, et vous voulez faire un don, aider, vous mettez sur cette plateforme. Ou ça peut être même des cours d'anglais, par exemple. Voilà, je rentre d'un voyage aux États-Unis, je parle très bien anglais et j'ai envie de faire un don à une famille qui est un petit peu dans le besoin, je vais aller faire un don, donner des cours d'anglais. Donc voilà, ça s'appelle Indigo, ça a été fondé par Stéphane de Freitas et c'est super. Ensuite, donc on a des cellules de soutien psychologique qui sont mis en place aussi par le gouvernement, des aides de l'État, des alternances, formations professionnelles et les ONG, bien sûr. Rappelons que Life est toujours là, donc pour vous servir et actuellement au Maroc notamment, et déployé dans 25 pays pour l'éducation notamment. Donc on va conclure sur cette émission. Franchement, je suis très très heureuse de vous avoir tous rencontrés et vos interactions étaient vraiment très très pertinentes. Donc, c'est vrai que c'était riche, c'était un plaisir. C'est très riche, Et c'est riche. Des personnes d'univers complètement différents pour le coup. Donc c'est vraiment trop cool. Mais également dans la tolérance, et c'est ça qui était plaisant. Dans l'échange. On a pu parler dans l'échange sainement, et c'est vrai que c'était très agréable. On est dans une société souvent qui juge, qui stigmatise, et c'est bien d'ouvrir des débats, d'avoir des talks comme ça où les gens puissent se comprendre, leur choix de vie, etc. Donc merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, je rappelle que vous avez un lien dans la barre de description pour pouvoir faire un don si vous le souhaitez à Life. On vous remercie tous d'avoir participé. N'hésitez pas à interagir sur l'émission, mettre un petit commentaire, aller suivre Life sur tous leurs réseaux sociaux et aller suivre nos intervenants, donc Moussa Camara, Simon Vendem, ça Vendem, pardon, comme Vandame, mais c'est Vendem. C'est ça, ouais. Karim Lipton et Vincent. Je ne sais pas si tu as des réseaux. Un LinkedIn, c'est tout. Un LinkedIn, c'est très bien. C'est le réseau professionnel. C'est mon seul réseau. Les entrepreneurs ici, nous font Vincent Grandcir. Voilà, allez le suivre sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions, de nouveaux talks. Salut!